Les koalas et les kangourous sont de curieux animaux qui portent leurs petits dans des poches. Les scientifiques ont longtemps pensé qu'ils étaient les laissés pour compte de l'évolution et n'avaient pu survivre que grâce à l'isolement de l'Australie. Mais des découvertes récentes contredisent cette thèse. Des marsupiaux assoiffés de sang, aux dents impressionnantes, ont colonisé tous les continents du monde. Il y a des millions d'années, les kangourous tueurs sont passés à l'attaque. On a surnommé l'Australie le plus grand laboratoire mondial de l'évolution. Isolé des autres continents pendant des millions d'années, le pays a protégé ses animaux d'une concurrence féroce. Ces créatures extraordinaires sont le symbole vivant de l'Australie. Le koala à l'aspect d'ourson, le kangourou sauteur aux grandes oreilles, le phascolum si docile, et le diable de Tasmanie qui a inspiré tellement de dessins animés. Les marsupiaux australiens sont toujours vus par les étrangers comme des animaux bizarres et parfois comiques qu'on aurait envie de caresser. Mais les fossiles découverts récemment apprennent aux paléontologues que les marsupiaux sont plus divers et intéressants qu'ils ne l'avaient imaginé. Pour ces spécialistes, l'Australie est un pays difficile. Aucune force géologique n'a ouvert des crevasses dans un sol regorgeant de fossiles, comme c'est parfois le cas ailleurs. Pendant la plus grande partie de ce siècle, on n'y avait pratiquement trouvé aucun fossile dépassant les 15 millions d'années. Découvert en 1983, ce site du Queensland, baptisé Riversley, changea tout ça. Cet ancien élevage de moutons allait en peu de temps produire assez de fossiles pour quadrupler les richesses paléontologiques de l'Australie. Depuis une dizaine d'années, Michael Archer et ses collègues ont fait à Riversley moisson de choses très intéressantes. Ils extraient des blocs calcaires qu'ils transportent dans leur laboratoire de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Après un bain d'acide, les sédiments livrent aux paléontologues un amas de mâchoires, de dents et d'os appartenant à des marsupiaux depuis longtemps disparus. Et Archer a découvert que beaucoup de marsupiaux possèdent d'effrayants secrets de famille. Voici un assortiment de ce qu'on trouve à Riversley qui date d'environ 20 millions d'années. Il y a d'étranges herbivores et aussi des carnivores. Notre plus grand choc est venu d'un fossile qui aurait dû représenter une des races les plus gentilles qui soit, un kangourou. Mais on parvenait à peine à y croire, celui-là était un kangourou carnivore. D'un appétit vorace et possédant des dents redoutables, ce kangourou sanguinaire arpentait les plaines d'Australie il y a des millions d'années. Il apporte des renseignements sur l'évolution surprenante des marsupiaux. De nos jours, il existe au monde 3 catégories de mammifères. Les placentaires, les marsupiaux et les monotrèmes. Leur différence réside dans leur façon de se reproduire. Les monotrèmes pondent des œufs. À vrai dire, seulement 2 espèces de ces étranges mammifères survivent. Les cnidés, sorte de fourmiliers à piquant, et l'ornithorynque à bec de canard. On les rencontre à l'état sauvage seulement en Australie et en Nouvelle-Guinée. Les mammifères placentaires, comme nous-mêmes, et aussi cette hyène enceinte, peuvent laisser un fœtus se développer dans leur ventre. « 11 jours après sa conception,
ce bébé opossum fait son entrée dans le monde. Sans poils, minuscule et aveugle. En quelques minutes, il rampe dans la poche de sa mère. Ce sera sans doute le voyage le plus dangereux de sa vie. Il va y passer 9 à 10 mois, à se nourrir et à se développer. On peut trouver extraordinaire cette façon de mettre au monde ces petits. Les biologistes, eux, considèrent que les mammifères placentaires sont nettement supérieurs. Ils avancent comme raison que les bébés naissent mieux développés. Ce débat zoologique mis à part, force est de constater que les mammifères dans le monde sont très mal partagés. Les placentaires dominent partout, sur la terre et dans les mers, sauf en Australie et en Nouvelle-Zélande. Là, ce sont les marsupiaux qui ont établi leur règne. Mis à part de rares nouveaux venus comme les rats et les chauves-souris, les placentaires sont quasiment inexistants. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On a trouvé des fossiles de marsupiaux sur tous les continents du monde. Alors pourquoi se sont-ils multipliés en Australie tandis qu'ils disparaissaient partout ailleurs? Les scientifiques ont trouvé comme explication que sur les continents où les marsupiaux devaient affronter les placentaires, ils ont partout perdu la bataille. Ce n'était pas le cas en Australie, où ils n'avaient pas d'adversaire. En fait, l'idée de base, c'est que les marsupiaux, obligés de fuir de partout, ont trouvé refuge ici, parce que l'endroit n'intéressait pas les placentaires. Cette notion de l'infériorité des marsupiaux est profondément ancrée dans l'esprit des biologistes. Des études zoologiques parlent souvent d'animaux primitifs. Même leurs noms savants traduisent en latin un mépris, si l'on en croit Bruce Brewer. On les a regroupés sous le nom de Metaceria, pratiquement des sous-animaux. Et nous, mammifères placentaires, qui avons établi cette terminologie, faisons partie des Anthaceria, les bons animaux. Les biologistes n'ont eu cette idée préconçue que parce que nous faisons nous-mêmes partie des placentaires. Nous ne portons pas nos petits dans une poche. Nous appartenons forcément au groupe supérieur des mammifères. Tout le reste ne peut être qu'une pâle imitation. Si c'est la vérité, comment les marsupiaux se sont-ils débrouillés pour trouver refuge en Australie afin d'y survivre et de s'y multiplier? Le dogme scientifique traditionnel, c'est qu'ils ont été sauvés par la dérive des continents qui a isolé l'Australie il y a 50 millions d'années. Ils sont ainsi devenus des réfugiés heureux. Oui, on a généralement admis que quand l'Australie s'est séparée du Gondwana, seuls les marsupiaux s'y étaient déjà installés. Mais la découverte de nouveaux fossiles à Riversleigh oblige à refaire l'historique des mammifères. Une trouvaille incroyable suggère que les marsupiaux n'ont peut-être pas fui devant leurs cousins placentaires. Ils auraient plutôt décidé de conquérir l'Australie. Personne n'a pu déterminer avec exactitude quand la rivalité entre eux est née. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle remonte au moins à 100 millions d'années. Les premiers fossiles mis à jour indiquent que c'est l'hémisphère nord et non pas l'Australie qui a servi de cadre à l'évolution des marsupiaux. Cet endroit sauvage au centre de l'Utah, c'est l'antre des voleurs, où l'infâme Butch Cassidy s'est souvent mis à l'abri de la loi. Les paléontologues y cherchent depuis longtemps une autre sorte de renégat, les grands dinosaures. Mais Richard Cifelli, de l'université d'Oklahoma, est là pour y chercher un gibier beaucoup plus petit. À peine plus gros qu'une tête d'épingle. On dirait qu'il est tombé des trompes d'eau ici, un vrai déluge.
C'est l'histoire de l'aiguille dans une botte de foin. Et le dos est mis à rude épreuve. Cifelli et son équipe traînent des sacs pleins de sédiments jusqu'à leur campement. À leur manière de travailler, on dirait qu'ils cherchent de l'or et non des fossiles. Ils font d'abord tremper les morceaux de calcaire dans l'eau, puis en extraient les fossiles minuscules qu'ils font sécher au soleil. Quelqu'un de non prévenu les prendrait pour des orpailleurs ou des chercheurs de diamants. Mais leur travail fatigant leur permet de trouver quelque chose de plus précieux pour eux. C'est ici qu'en 1992, Cifelli a trouvé le plus vieux marsupial connu. J'ai là, dans ma main gauche, la mâchoire inférieure d'un animal qu'on appelle Cocopellia, un marsupial qui avait la taille d'une souris. Je pense qu'il ressemblait à un opossum de Virginie, qu'on aurait réduit à la taille d'un mulot. C'est un animal qui a environ 100 millions d'années, donc il vivait dans l'ombre des grands dinosaures. Sans compter qu'il y avait à l'époque beaucoup d'autres prédateurs féroces. Le monde ne devait pas être un endroit où il faisait bon vivre pour cette petite créature à fourrure. Et cela allait durer 35 millions d'années. Mais la patience est toujours récompensée, et les dinosaures finirent par disparaître. Désormais, les mammifères pouvaient enfin régner sur la planète. Le départ fut alors donné pour la course entre les mammifères avec poche et les mammifères sans poche. Leur destin serait déterminé par leurs différentes stratégies de reproduction et les dés semblaient jetés pour les marsupiaux. On dit que les marsupiaux sont primitifs parce qu'ils donnent naissance très tôt après la conception, c'est-à-dire quelques semaines. Du point de vue génétique, le petit n'est pas identique à sa mère. Alors dès qu'il commence à se développer, le système immunitaire de la mère le détecte et entreprend de se débarrasser de lui. Voilà pourquoi la naissance a lieu si vite. Les placentaires, eux, ont inventé un système complexe de membranes embryonnaires qui isole le petit de la mère et permet un développement intra-utérin prolongé. C'est ce qui a donné l'avantage aux mammifères placentaires. Le plus important, c'est que le cerveau du fœtus grossit davantage dans l'utérus que dans une poche. Cela rend les placentaires plus intelligents et ils peuvent mettre au point des systèmes sociaux plus complexes. Ils ont également été capables de se spécialiser physiologiquement. Cela leur a permis de se diversifier et de remplir toutes leurs niches écologiques. Les marsupiaux n'ont jamais pu se spécialiser comme l'ont fait les placentaires, qui ont su acquérir des pattes de devant puissantes, des nageoires ou des espèces d'ailes comme les chauves-souris. Si on veut modifier ces pattes de devant, par exemple, il faut commencer très tôt dans le processus de développement. Les marsupiaux ne le peuvent pas. Leurs pattes doivent obligatoirement répondre à certains critères pour leur permettre de se hisser dans la poche de la mère. En dépit de ce qui ressemble à des handicaps, les marsupiaux étaient dominants dans l'hémisphère sud. Ils ont véritablement régné en Australie et en Amérique du Sud. On y trouve des exemples extraordinaires d'une évolution convergente, c'est-à-dire des marsupiaux et des placentaires faisant la même chose sur des continents différents. C'est ainsi qu'en Amérique du Sud a existé un machérode marsupial qui était identique au machérode placentaire. C'était un lion énorme avec des canines en forme de sabre, mesurant presque 20 cm, un prédateur féroce évidemment. On trouvait également des ours grizzly gigantesques, des espèces de sangliers qui étaient probablement omnivores et mangeaient tout ce qu'ils pouvaient attraper. Ces marsupiaux sanguinaires firent la loi en Amérique du Sud pendant quelques 60 millions d'années. Mais ils avaient tous disparu il y a 2 millions d'années. La rivalité avec leurs jumeaux placentaires leur avait été fatale. Ces nouveaux venus étaient arrivés en Amérique du Sud en empruntant le pont de terre qui reliait maintenant les deux continents.
Pendant des dizaines d'années, les biologistes ont cru fermement que les placentaires supérieurs avaient conduit leurs inférieurs marsupiaux vers l'extinction. Ce fratricide ayant lieu dans la plus pure tradition darwinienne. Mais une nouvelle et sinistre créature allait surgir sur la scène et bousculer un siècle de croyances scientifiques. À Riversleigh, les fossiles mettent en lumière le passé des marsupiaux, un passé qui ne correspond guère à leur gentille image. Michael Archer a reconstitué le portrait d'un prédateur sanguinaire qui sévissait en Australie au cours de la préhistoire. Mesurant presque 2 mètres et plus trapus que les kangourous d'aujourd'hui, ces tueurs aux dents redoutables devaient dévorer leurs cousins sans défense. Le kangourou moderne n'est pas le seul marsupial qui cache d'horribles secrets de famille. Le tranquille wombat, devenu végétarien, descend d'ancêtres sanguinaires. Il y avait d'autres espèces de carnivores parmi les marsupiaux australiens. Par exemple, un lion à poche qui atteignait la taille d'un lion adulte d'aujourd'hui. Une étude de leurs dents a démontré qu'ils possédaient toutes les caractéristiques des carnivores. Elles sont même plus évidentes que chez n'importe quel mammifère, dans n'importe quelle partie du monde et à n'importe quelle époque. Comme les kangourous carnivores, ils utilisaient vraisemblablement leurs monstrueuses canines inférieures pour poignarder leur proie et l'éventrer. Ils avaient un vaste choix de nourriture, sévissant à la fin du Pléistocène, des kangourous de 3 mètres de haut, des wombats de la taille d'un petit cheval, et d'autres marsupiaux aussi gros que des hippopotames, constituaient des repas succulents. Ces lions marsupiaux ont ravagé les plaines australiennes jusqu'à il y a 30 000 ans. Ce qui coïncide avec l'arrivée des aborigènes, qui, sans nul doute, ont fait des rencontres tragiques avec les grands lions à poche. Je suis certain que rien de pire ne pouvait arriver à un humain que de partir à la chasse, de tomber nez à nez avec un de ces animaux et d'être confronté à ses dents qui pouvaient sans effort trancher la patte d'un grand kangourou. Quand elles se refermaient l'une sur l'autre, elles devaient être plus efficaces que la cisaille la plus performante. Si le camping avait déjà existé, ça aurait été une expérience palpitante. Mais la découverte qui allait secouer la communauté scientifique, c'est ce fossile minuscule d'un mammifère placentaire qu'Archer a mis à jour dans des sédiments australiens vieux de 55 millions d'années. Dans cette argile, nous avons trouvé ce que nous avions prévu, des quantités de marsupiaux. Mais la grosse surprise a été d'en retirer un mammifère placentaire. La plupart des scientifiques estimaient jusque-là que les marsupiaux étaient arrivés en Australie avant les placentaires. Puis, à cause de la dérive des continents, ces marsupiaux s'étaient retrouvés seuls, sans qu'aucune concurrence ne vienne troubler leur évolution. Mais la fameuse dent trouvée par Archer allait le pousser à faire un tout autre raisonnement. La seule conclusion possible, c'était qu'un mammifère placentaire avait cohabité avec les marsupiaux en Australie. Ils avaient même pris le départ de la course en même temps. Mais quand le départ a été donné, les placentaires sont tombés sur le nez. Les marsupiaux les ont alors relevés avec un grand sourire et les ont expédiés hors du continent. Archer a envoyé des moulages de la dent aux experts du monde entier. Après l'avoir minutieusement examiné, ils parvinrent, abasourdis, à la même conclusion. Cette dent ressemblait tout à fait à celle d'un mammifère placentaire. Quand Archer et Goodell publièrent ces résultats, les scientifiques furent prompts à en saisir toute l'implication. Les marsupiaux avaient bien eu de la concurrence, mais ça ne les avait pas empêchés de gagner. Si cette dent appartenait vraiment à un placentaire, elle indiquerait leur présence en Australie
à une époque reculée. C'est évidemment très important parce que cela va à l'encontre de toutes les idées reçues. Les marsupiaux l'auraient emporté malgré la présence de mammifères placentaires. La découverte faite par Archer d'une dent de placentaire à Riversleigh a soulevé un énorme intérêt. Beaucoup de scientifiques ne sont pas cependant prêts à repenser l'histoire naturelle de l'Australie en se basant sur cette seule découverte. C'est ainsi que le paléontologue australien Tim Flannery ne s'est pas laissé convaincre aussi facilement. L'hypothèse qu'il y a eu des mammifères placentaires primitifs en Australie est fondée sur une dent qui mesure à peine 2 cm. Et pire, elle est même fondée sur une seule caractéristique de la dent, c'est vraiment très léger. Une dent isolée est très difficile à identifier. Il y a des arguments valables pour que ce soit effectivement la dent d'un placentaire. Mais pour être honnête, elle ressemble aussi beaucoup aux dents de certains marsupiaux. Je pense que le jury doit encore réfléchir avant de se prononcer. Le débat reste donc ouvert. Et sans doute devrons-nous attendre encore un peu la décision de ce jury hypothétique. Mais ce qu'on peut affirmer dès à présent, c'est que les marsupiaux ont bien été créés pour peupler cet environnement australien unique. L'Australie a toujours été un continent tout à fait à part, à cause de son isolement qui remonte si loin. Les conditions de survie sont très spéciales. Le sol est particulièrement aride et improductif. Sur une grande superficie du pays, on ne trouve que des rochers, sans parler des conditions météorologiques imprévisibles. Les chutes de pluie sont irrégulières. Comme l'ont écrit certains de nos poètes, c'est tantôt la sécheresse, tantôt le déluge, rien entre les deux. Impossible de prévoir d'une année sur l'autre. Cela crée des conditions très difficiles pour les animaux, et peut-être que ça explique pourquoi les marsupiaux l'ont emporté sur cet étrange continent. C'est qu'ils utilisent beaucoup moins d'énergie que les placentaires. Quand ils sont au repos, leur métabolisme est ralenti. C'est certainement ce qui leur a permis de marquer des points. Le climat éprouvant de l'Australie donne un avantage aux marsupiaux, grâce à leur système de reproduction. Les petits grandissent dans la poche. Si les marsupiaux traversent une période difficile à cause de la sécheresse, par exemple, ils peuvent éjecter leurs petits qu'ils n'ont plus la force de nourrir. Ça leur donne une chance de survivre et de se reproduire plus tard. Espérons que Riversleigh révélera encore d'autres secrets sur la saga des marsupiaux en Australie. Mais d'ores et déjà, la communauté scientifique les considère avec un respect tout neuf. D'un point de vue général, on pourrait dire que cette revanche est pour eux une victoire inutile. L'époque des grands marsupiaux carnivores est révolue. Les lions à poche ont disparu il y a 30 000 ans. Le tigre de Tasmanie, qui connaissait déjà un sérieux déclin, a vu sa fin précipitée par les colons européens. Ils n'ont eu de cesse de l'exterminer. Le dernier est mort en captivité en 1936. Aujourd'hui, le petit mais féroce diable de Tasmanie est également sur la liste des animaux en danger. Un petit animal inattendu s'est fait le champion de la cause des marsupiaux dans l'hémisphère nord. Il s'agit de l'opossum, qui a étendu son domaine de l'Amérique du Sud jusqu'au Canada. Et même le kangourou se fait une place au nord. Lâché dans la nature en Angleterre et en Allemagne, il semble s'y développer rapidement. Mais c'est l'Australie, avec ses paysages sauvages et souvent inhospitaliers, qui restera la terre de prédilection des marsupiaux, après avoir abrité sur son sol les féroces kangourous tueurs.
moissons de choses très intéressantes. Ils extraient des blocs calcaires qu'ils transportent dans leur laboratoire de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Après un bain d'acide, les sédiments livrent aux paléontologues un amas de mâchoires, de dents et d'os appartenant à des marsupiaux depuis longtemps disparus. Et Archer a découvert que beaucoup de marsupiaux possèdent d'effrayants secrets de famille. Voici un assortiment de ce qu'on trouve à Rivers Lee qui date d'environ 20 millions d'années. Il y a d'étranges herbivores et aussi des carnivores. Notre plus grand choc est venu d'un fossile qui aurait dû représenter une des races les plus gentilles qui soit, un kangourou. Mais on parvenait à peine à y croire, celui-là était un kangourou carnivore. D'un appétit vorace et possédant des dents redoutables, ce kangourou sanguinaire arpentait les plaines d'Australie il y a des millions d'années. Il apporte des renseignements sur l'évolution surprenante des marsupiaux. De nos jours, il existe au monde 3 catégories de mammifères. Les placentaires, les marsupiaux et les monotrèmes. Leur différence réside dans leur façon de se reproduire. Les monotrèmes pondent des œufs. À vrai dire, seulement 2 espèces de ces étranges mammifères survivent. L'echnidé, sorte de fourmilier à piquant, et l'ornithorynque à bec de canard. On les rencontre à l'état sauvage seulement en Australie et en Nouvelle-Guinée. Les mammifères placentaires, comme nous-mêmes, et aussi cette hyène enceinte, peuvent laisser un fœtus se développer dans leur ventre. Jours après sa conception, ce bébé opossum fait son entrée dans le monde. Sans poils, minuscule et aveugle. En quelques minutes, il rampe dans la poche de sa mère. Ce sera sans doute le voyage le plus dangereux de sa vie. Il va y passer 9 à 10 mois, à se nourrir et à se développer. On peut trouver extraordinaire cette façon de mettre au monde ces petits. Les biologistes, eux, considèrent que les mammifères placentaires sont nettement supérieurs. Ils avancent comme raison que les bébés naissent mieux développés. Ce débat zoologique mis à part, force est de constater que les mammifères dans le monde sont très mal partagés. Ils sont de se reproduire. Les monotrèmes pondent des œufs. À vrai dire, seulement 2 espèces de ces étranges mammifères survivent. L'echnidé, sorte de fourmilier à piquant, et l'ornithorynque à bec de canard. On les rencontre à l'état sauvage seulement en Australie et en Nouvelle-Guinée. Les mammifères placentaires, comme nous-mêmes, et aussi cette hyène enceinte, peuvent laisser un fœtus se développer dans leur ventre. Jours après sa conception, ce bébé opossum fait son entrée dans le monde. Sans poils, minuscule et aveugle. En quelques minutes, il rampe dans la poche de sa mère. Ce sera sans doute le voyage le plus dangereux de sa vie. Il va y passer 9 à 10 mois, à se nourrir et à se développer. On peut trouver extraordinaire cette façon de mettre au monde ces petits. Les biologistes, eux, considèrent que les mammifères placentaires sont nettement supérieurs. Ils avancent comme raison que les bébés naissent mieux développés. Ce débat zoologique mis à part, force est de constater que les mammifères dans le monde sont très mal partagés. Les placentaires dominent partout, sur la terre et dans les mers, sauf en Australie et en Nouvelle-Zélande. Là, ce sont les marsupiaux qui ont établi leur règne. Mis à part de rares nouveaux venus comme les rats et les chauves-souris,
les placentaires sont quasiment inexistants. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On a trouvé des fossiles de marsupiaux sur tous les continents du monde. Alors, pourquoi se sont-ils multipliés en Australie, tandis qu'ils disparaissaient partout ailleurs? Les scientifiques ont trouvé comme explication que sur les continents où les marsupiaux devaient affronter les placentaires, ils ont partout perdu la bataille. Ce n'était pas le cas en Australie, où ils n'avaient pas d'adversaire. En fait, l'idée de base, c'est que les marsupiaux, obligés de fuir de partout, ont trouvé refuge ici, parce que l'endroit n'intéressait pas les placentaires. Cette notion de l'infériorité des marsupiaux est profondément ancrée dans l'esprit des biologistes. Des études placentaires qu'Archer a mises à jour dans des sédiments australiens vieux de 55 millions d'années. Dans cette argile, nous avons trouvé ce que nous avions prévu, des quantités de marsupiaux. Mais la grosse surprise a été d'en retirer un mammifère placentaire. La plupart des scientifiques estimaient jusque-là que les marsupiaux étaient arrivés en Australie avant les placentaires. Puis, à cause de la dérive des continents, ces marsupiaux s'étaient retrouvés seuls, sans qu'aucune concurrence ne vienne troubler leur évolution. Mais la fameuse dent trouvée par Archer allait le pousser à faire un tout autre raisonnement. La seule conclusion possible, c'était qu'un mammifère placentaire avait cohabité avec les marsupiaux en Australie. Ils avaient même pris le départ de la course en même temps. Mais quand le départ a été donné, les placentaires sont tombés sur le nez. Les marsupiaux les ont alors relevés avec un grand sourire et les ont expédiés hors du continent. Archer a envoyé des moulages de la dent aux experts du monde entier. Après l'avoir minutieusement examiné, ils parvinrent, abasourdis, à la même conclusion. Cette dent ressemblait tout à fait à celle d'un mammifère placentaire. Quand Archer et Goodell publièrent ces résultats, les scientifiques furent prompts à en saisir toute l'implication. Les marsupiaux avaient bien eu de la concurrence, mais ça ne les avait pas empêchés de gagner. Si cette dent appartenait vraiment à un placentaire, elle indiquerait leur présence en Australie à une époque reculée. C'est évidemment très important parce que cela va à l'encontre de toutes les idées reçues. Les marsupiaux l'auraient emporté malgré la présence de mammifères placentaires. La découverte faite par Archer d'une dent de placentaire à Riversleigh a soulevé un énorme intérêt. Beaucoup de scientifiques ne sont pas cependant prêts à repenser l'histoire naturelle de l'Australie en se basant sur cette seule découverte. C'est ainsi que le paléontologue australien Tim Flannery ne s'est pas laissé convaincre aussi facilement. L'hypothèse qu'il y a eu des mammifères placentaires primitifs en Australie est fondée sur une dent qui mesure à peine 2 cm. Et pire, elle est même fondée sur une seule caractéristique de la dent, c'est vraiment très léger. Une dent isolée est très difficile à identifier. Il y a des arguments valables pour que ce soit effectivement la dent d'un placentaire. Mais pour être honnête, elle ressemble aussi beaucoup aux dents de certains marsupiaux. Je pense que le jury doit encore réfléchir avant de se prononcer. Le débat reste donc ouvert. Et sans doute devrons-nous attendre encore un peu la décision de ce jury hypothétique. Mais ce qu'on peut affirmer dès à présent, c'est que les marsupiaux ou bien de moutons allaient en peu de temps produire assez de fossiles pour quadrupler les richesses paléontologiques de l'Australie. Depuis une dizaine d'années, Michael Archer et ses collègues ont fait à Riversleigh moisson de choses très intéressantes. Ils extraient des blocs calcaires qu'ils transportent dans leur laboratoire de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Après un bain d'acide, les sédiments livrent aux paléontologues un amas de mâchoires, de dents et d'os appartenant à des marsupiaux depuis longtemps disparus. Et Archer a découvert que beaucoup de marsupiaux possèdent d'effrayants secrets de famille. Voici un assortiment de ce qu'on trouve à Riversleigh qui date d'environ 20 millions d'années. Il y a d'étranges herbivores et aussi des carnivores. Notre plus grand choc est venu d'un fossile qui aurait dû représenter une des races les plus gentilles qui soit, un kangourou.
Mais on parvenait à peine à y croire, celui-là était un kangourou carnivore. D'un appétit vorace et possédant des dents redoutables, ce kangourou sanguinaire arpentait les plaines d'Australie il y a des millions d'années. Il apporte des renseignements sur l'évolution surprenante des marsupiaux. De nos jours, il existe au monde 3 catégories de mammifères. Les placentaires, les marsupiaux et les monotrèmes. Leur différence réside dans leur façon de se reproduire. Les monotrèmes pondent des œufs. À vrai dire, seulement 2 espèces de ces étranges mammifères survivent. Les cnidés, sorte de fourmiliers à piquant, et l'ornithorynque à bec de canard. On les rencontre à l'état sauvage seulement en Australie et en Nouvelle-Guinée. Les mammifères placentaires, comme nous-mêmes, et aussi cette hyène enceinte, peuvent laisser un fœtus se développer dans leur ventre. « 11 jours après sa conception, ce bébé opossum fait son entrée dans le monde. Sans poils, minuscule et aveugle. En quelques minutes, il rampe dans la poche de sa mère. Ce sera sans doute le voyage le plus dangereux de sa vie. Il va y passer 9 à 10 mois, à se nourrir et à se développer. On peut trouver extraordinaire cette façon de mettre au monde ces petits. Les biologistes, eux, considèrent que les mammifères placentaires sont nettement supérieurs. Ils avancent comme raison que les bébés naissent mieux développés. Et les conditions météorologiques imprévisibles. Les chutes de pluie sont irrégulières. Comme l'ont écrit certains de nos poètes, c'est tantôt la sécheresse, tantôt le déluge. Rien entre les deux. Impossible de prévoir d'une année sur l'autre. Cela crée des conditions très difficiles pour les animaux. Et peut-être que ça explique pourquoi les marsupiaux l'ont emporté sur cet étrange continent. C'est qu'ils utilisent beaucoup moins d'énergie que les placentaires. Quand ils sont au repos, leur métabolisme est ralenti. C'est certainement ce qui leur a permis de marquer des points. Le climat éprouvant de l'Australie donne un avantage aux marsupiaux, grâce à leur système de reproduction. Les petits grandissent dans la poche. Si les marsupiaux traversent une période difficile à cause de la sécheresse, par exemple, ils peuvent éjecter leurs petits qu'ils n'ont plus la force de nourrir. Ça leur donne une chance de survivre et de se reproduire plus tard. Espérons que Riversleigh révélera encore d'autres secrets sur la saga des marsupiaux en Australie. Mais d'ores et déjà, la communauté scientifique les considère avec un respect tout neuf. D'un point de vue général, on pourrait dire que cette revanche est pour eux une victoire inutile. L'époque des grands marsupiaux carnivores est révolue. Les lions à poche ont disparu il y a 30 000 ans. Le tigre de Tasmanie, qui connaissait déjà un sérieux déclin, a vu sa fin précipitée par les colons européens. Ils n'ont eu de cesse de l'exterminer. Le dernier est mort en captivité en 1936. Aujourd'hui, le petit mais féroce diable de Tasmanie est également sur la liste des animaux en danger. Un petit animal inattendu s'est fait le champion de la cause des marsupiaux dans l'hémisphère nord. Il s'agit de l'opossum, qui a étendu son domaine de l'Amérique du Sud jusqu'au Canada. Et même le kangourou se fait une place au nord. Lâché dans la nature en Angleterre et en Allemagne, il semble s'y développer rapidement. Mais c'est l'Australie, avec ses paysages sauvages et souvent inhospitaliers, qui restera la terre de prédilection des marsupiaux, après avoir abrité sur son sol les féroces kangourous tueurs.
Cet endroit sauvage au centre de l'Utah, c'est l'antre des voleurs, où l'infâme Butch Cassidy s'est souvent mis à l'abri de la loi. Les paléontologues y cherchent depuis longtemps une autre sorte de renégat, les grands dinosaures. Mais Richard Cifelli, de l'université d'Oklahoma, est là pour y chercher un gibier beaucoup plus petit. À peine plus gros qu'une tête d'épingle. On dirait qu'il est tombé des trompes d'eau ici, un vrai déluge. C'est l'histoire de l'aiguille dans une botte de foin. Et le dos est mis à rude épreuve. Cifelli et son équipe traînent des sacs pleins de sédiments jusqu'à leur campement. À leur manière de travailler, on dirait qu'ils cherchent de l'or et non des fossiles. Ils font d'abord tremper les morceaux de calcaire dans l'eau, puis en extraient les fossiles minuscules qu'ils font sécher au soleil. Quelqu'un de non prévenu les prendrait pour des orpailleurs ou des chercheurs de diamants. Mais leur travail fatigant leur permet de trouver quelque chose de plus précieux pour eux. C'est ici qu'en 1992, Cifelli a trouvé le plus vieux marsupial connu. J'ai là, dans ma main gauche, la mâchoire inférieure d'un animal qu'on appelle Cocopellia, un marsupial qui avait la taille d'une souris. Je pense qu'il ressemblait à un opossum de Virginie, qu'on aurait réduit à la taille d'un mulot. C'est un animal qui a environ 100 millions d'années, donc il vivait dans l'ombre des grands dinosaures. Sans compter qu'il y avait à l'époque beaucoup d'autres prédateurs féroces. Le monde ne devait pas être un endroit où il faisait bon vivre pour cette petite créature à fourrure. Et cela allait durer 35 millions d'années. Mais la patience est toujours récompensée, et les dinosaures finirent par disparaître. Désormais, les mammifères pouvaient enfin régner sur la planète. Le départ fut alors donné pour la course entre les mammifères avec poche et les mammifères sans poche. Leur destin serait déterminé par leurs différentes stratégies de reproduction et les dés semblaient jetés pour les marsupiaux. On dit que les marsupiaux sont primitifs parce qu'ils donnent naissance très tôt après la conception, c'est-à-dire quelques semaines. Du point de vue génétique, le petit n'est pas identique à sa mère. Alors dès qu'il commence à se développer, le système immunitaire de la mère le détecte et entreprend de se débarrasser